Cette vidéo, c'est un peu la suite de la vidéo précédente où je vous parlais du fait que j'avais envie de trouver une cause à ma gastroparésie. Donc je vais déjà commencer par faire... Oh là là, Titi, pousse-toi s'il te plaît. Voilà. Je vais déjà commencer... Oh là là. Non. Bon. Je disais, cette vidéo est une sorte de suite par rapport à ma vidéo précédente où je vous parlais du fait que j'avais envie de trouver la cause de ma gastroparésie. Alors je vais donc procéder par élimination et pour commencer, j'avais envie d'explorer la piste du syndrome d'Ehlers-Danlos. Je suis vraiment désolée mais je me suis rendu compte que durant toute la vidéo je me suis trompée sur la prononciation. Donc ça se dit syndrome d'Ehlers-Danlos et non Danlos. Désolée. Alors pourquoi cette maladie ? Car la gastroparésie, c'est quelque chose qui est très présent dans ce syndrome. Personnellement, à chaque fois que je me renseignais sur ma maladie durant toutes ces années où j'avais pas les soins appropriés, je tombais toujours, même au début, que sur des personnes qui avaient une gastroparésie due à leur syndrome d'Ehlers-Danlos. D'ailleurs, des fois, je vais raccourcir de dire syndrome d'Ehlers-Danlos en disant le SED. Du coup, en me renseignant sur cette maladie et en voyant des témoignages de certaines personnes qui en souffraient, je me suis jamais dit peut-être que je souffre de ça, peut-être que j'ai ça. Non, parce que moi, ça a toujours été flagrant que je ne souffre pas de ça. Parce que je n'ai pas les symptômes principaux de cette maladie et surtout, cette maladie est génétique. Donc moi, à ma connaissance, il n'y a personne de ma famille qui a été diagnostiqué ou qui semble souffrir de ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bah non, je n'ai pas ça. Et je précise juste que le syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est un trouble génétique rare du tissu conjonctif. Donc il va toucher le collagène. Et en fait, quand il y a un trouble au niveau du collagène, bah, ça entraîne plein de problèmes de santé. Du coup, ça touche tout l'organisme jusqu'à toucher le système digestif et donc conduire à une gastroparésie ou alors même un kératocone. Parce que je précise qu'il y en a encore beaucoup qui me disaient oui mais ta gastroparésie et le kératocone c'est des choses qu'on retrouve assez fréquemment chez le SED. Ça veut pas dire que je souffre de cette maladie, sachant que les symptômes flagrants de cette maladie, c'est genre des problèmes d'articulation, et ensuite une peau qui est très fine, une peau élastique, je serai hyper souple, je serai facilement sujette aux infections, je me cogne, j'aurai facilement des bleus, bref plein de trucs comme ça qui sont très évocateurs. Et c'est pas mon cas. Et ensuite, la deuxième chose qui fait que je suis persuadée que je ne suis pas atteinte du syndrome, c'est le fait que si j'en souffrirais, ça voudrait dire que c'est présent depuis ma naissance. Et donc ça voudrait dire que durant toute mon enfance, j'aurais dû rencontrer des problèmes flagrants de cette maladie. Et en fait, au fur et à mesure que j'aurais grandi, bah, ce syndrome m'aurait tellement atteint que ça aurait touché mon système digestif et donc conduire à cette gastroparésie. Et encore une fois, ça c'est pas mon cas. Bon après, quand j'étais petite, les seuls symptômes que j'avais avant mes vomissements, c'était des douleurs au ventre et des ballonnements. Donc encore une fois, on est vraiment du côté de l'estomac. J'espère juste ne pas dire de bêtises parce que moi je vous explique juste ça par rapport à mes connaissances et ce que j'ai compris de cette maladie. Vous allez me dire, mais dans ce cas-là, si tu es si persuadée de ne pas avoir le syndrome d'Ehlers-Danlos, pourquoi est-ce que tu veux explorer cette piste ? C'est tout simplement car à force que les gens me parlent sans cesse de ça, de me dire t'es sûr que t'as pas ça, t'es sûr que t'as pas ça, j'ai essayé un peu plus de me renseigner sur ça et je me suis rendu compte en fait qu'il existait 13 types du syndrome du SED. Je vous ai donc listé ici tous les types et les sous-types, alors ça peut aller du plus classique au plus rare. 13, c'est énorme pour une maladie qui est rare, donc c'est ce qui rend le diagnostic encore plus complexe, car je précise que c'est une maladie qui est assez oubliée, assez effacée, et qu'encore une fois, toute maladie rare et pas connue, c'est très complexe à diagnostiquer, à traiter, tout ça, à reconnaître, bon voilà. C'est pour ça qu'on peut avoir des symptômes qui sont pas évocateurs de cette maladie, mais pourtant l'avoir, ou alors ça se peut que mes parents ne l'ont pas et que je puisse l'avoir. Bon, bref, je connais des patients où il a fallu plus de 1 an pour pouvoir faire le diagnostic. Parce que ça implique de faire beaucoup d'examens, d'explorer beaucoup de pistes, faire des tests génétiques, faire telle et telle chose. Et c'est là qu'est la différence aussi, parce que la gastroparésie, c'est tu fais un examen, tu l'as ou tu l'as pas. Ça, c'est clair et net, boum. Alors que le syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est beaucoup plus complexe. C'est pas tu fais un examen, boum, tu l'as ou tu l'as pas. Mais vu que c'est une maladie héréditaire, je pense que si on a déjà un parent qui est diagnostiqué ou qui semble souffrir de cette maladie et que nous aussi on présente les mêmes symptômes, ce sera beaucoup plus simple à diagnostiquer. Moi je pars du principe que j'ai pas ce syndrome. J'ai besoin d'entendre un docteur qui me dise clairement que je l'ai
à 100% ou que je ne l'ai pas à 100%. Comme ça, au moins, ça me permettrait d'écarter définitivement cette piste. Et par conséquent, j'ai vraiment besoin d'un vrai professionnel de santé qui sait ce qu'il dit. Et dans ce genre de maladie, c'est assez compliqué de trouver un vrai... un qui s'y connaît réellement, même s'il y en a qui disent... C'est comme par exemple la gastroparésie, en principe, les professionnels pour ça, c'est censé être les gastro-entérologues. Et pourtant, il y en a qui connaissaient même pas cette maladie quand j'allais leur montrer mon examen. Normalement, je vais avoir rendez-vous avec un spécialiste du syndrome. Ils appellent ça un rendez-vous de diagnostic. C'est pourquoi dans un premier temps, je vais devoir remplir ce questionnaire. Donc c'est le centre médical spécialisé dans le CED qui me l'a envoyé. Donc il donne ce questionnaire au début à tout le monde qui suspecte un CED. Et donc pour pouvoir faire le diagnostic, c'est essentiel de d'abord remplir ce questionnaire. Et je vais le donner au docteur. Et par rapport à toutes les réponses que j'ai fournies, il va établir un score ou quelque chose comme ça, il me semble. Et il va tout de suite dire si oui, il y a une possibilité que je souffre du syndrome. Et donc, est-ce qu'il faudrait approfondir les recherches, faire plus d'examens, vraiment s'intéresser à ça? Ou si non, du tout, je ne souffre pas de ça et donc on n'a pas besoin d'aller plus loin. Et ensuite, la chose un peu qui m'a poussée à partir vers cette recherche-là, c'est le fait qu'en fait, vu que je vais remplir une série de questions très précises et tout ça, ça pourrait permettre, en fait, même si j'en souffre pas, que grâce à mes réponses, ça pourrait les pister, les orienter un peu vers quelque chose qui y ressemble et trouver des réponses. Par exemple, parce que je vous dis qu'il y a plusieurs types du syndrome d'Ehlers-Danlos, donc c'est possible que je peux avoir juste un des types, une forme du syndrome d'Ehlers-Danlos, mais qui soit pas sévère. Mais si jamais j'ai pas cette forme, peut-être qu'il y aura parmi les questions quelque chose qui se rapprochera énormément d'un des types de ce syndrome, ou alors quand on explore une piste, on peut, grâce à cette piste, s'orienter vers d'autres pistes. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Bon, alors... c'est pour ça que là je vous propose qu'on remplisse ce questionnaire ensemble. J'ai un peu exploré les questions qu'il y avait écrites et tout, histoire de voir ce que ça donne. Certains symptômes sont trop parlants ici, mais ça peut n'avoir rien à voir. On va commencer par remplir le questionnaire ensemble. Alors, le poids, ça fait vraiment longtemps que je me suis pas pesée. C'est pas quelque chose que je fais fréquemment. Et en plus, ma balance électrique n'a plus de pile et la normale, elle est jamais précise. Bon, je verrai ça plus tard. Ça doit être de quelle main j'écris, donc j'utilise principalement c'est la droite. Déjà, la première partie des questions va concerner l'enfance. Alors, durant l'enfance, avez-vous fréquemment fait des otites? Alors, j'ai déjà fait plusieurs otites durant mon enfance, mais je sais pas trop si c'était fréquent, mais après, ça m'a tellement marqué que je dirais oui. Avez-vous fréquemment fait des angines, des sinusites? Non. Des bronchites? Non. Des crises d'asthme? Non. Des entorses? Non. Des ecchymoses, donc des bleus. Alors, oui, j'ai eu fréquemment des bleus, mais comme chaque enfant qui tombe, qui se relève, donc je dirais oui par rapport au fait que je tombais beaucoup, bref, comme un enfant, quoi, qui a des bleus. Mais après, voilà, c'est pas dans l'excès, c'était pas abusivement, alors je vais mettre oui. Alors, des saignements de nez, non. Des plaies aux genoux, aux mains, nanana, ou autre, non. Des migraines, oui. Aviez-vous des crises très fortes de mal de ventre? Oui, ça c'est un truc qui a vraiment marqué mon enfance. Étiez-vous constipé? En fait, oui et non. J'avais plus de diarrhée que de la constipation à l'époque. Donc non, j'étais pas vraiment constipée. Étiez-vous essoufflé à la montée des escaliers en particulier? Non. Étiez-vous souvent fatigué? Franchement, je sais même plus. Je dirais non, parce que avant la maladie, non, j'étais pas tout le temps fatiguée. Étiez-vous maladroit, heurté les encadrements, porte les coins de table? Oui. J'étais souvent maladroite. Aviez-vous des difficultés scolaires? Non. Étiez-vous facilement distraite? Non. Aviez-vous froid aux pieds, aux mains, aux oreilles? Donc je rappelle que c'est fréquemment, donc non. Aviez-vous des douleurs d'articulation, épaules, poignets, mains et tout ça? Donc non. Étiez-vous très souple, mettre un pied derrière la tête, sucer son gros orteil, blablabla? Non, pas du tout. Donc maintenant c'est pas dans l'enfance mais les antécédents. À quel âge les symptômes se sont-ils accentués et sont-ils devenus gênants, handicapants?
Donc je dirais 14 ans. Avez-vous eu des traumatismes accidentels importants, chute, accident de sport, de voie publique? Donc non. Quels sont les diagnostics médicaux qui ont été posés ou évoqués avant la suspicion du syndrome d'Ehlers-Danlos? Donc, avez-vous été opéré? Donc oui. Si oui, détaillez les interventions et les dates. Il n'y a même pas de place pour écrire. On va raccourcir pacemaker gastrique. Alors les anneaux, j'ai eu en 2018-2019. Je sais plus l'autre date. Bon. Il n'y a même pas de place pour tout écrire. Dilatation du pylore. C'est en quelle année la dilatation du pylore? 2019 il me semble. Il n'y a pas de place. Normalement là il y a les anneaux intracornéens 3 fois, ça une fois. Ça c'était en quelle année? Je pense que c'était en 2016. Bon bref, on verra ça plus tard. Faut que je confirme les dates. Y a-t-il d'autres personnes dans votre famille qui ont des manifestations analogues à la vôtre? Donc non. Ensuite, autre information que vous souhaitez fournir. En fait j'aurais dû mettre les opérations ici. Donc maintenant on va traiter des données actuelles. Donc on va commencer avec la catégorie douleurs. Avez-vous des douleurs fréquentes autour ou au niveau des articulations, dos, épaules, coudes, mains, tout ça? Donc non. Avez-vous des douleurs, crampes, torsions, déchirures dans vos muscles, muscles du cou, des cuisses, des mollets, des mains, des pieds? Donc non. Avez-vous des douleurs violentes par crise dans le ventre? Donc oui. Et que ça, comme je vous ai dit, là encore une fois, ça... Oula. Merde, je me suis trompée. Je vais essayer de mettre du blanco. Oui. Avez-vous mal aux côtes? Oui, tout le temps après avoir mangé. Votre peau est-elle sensible? Donc, non. Vos règles sont-elles très douloureuses? Oui. Avez-vous des migraines? Oui. Donc maintenant, on passe à la suite. Alors, circonstances de survenue des douleurs. Alors, comment les soulagez-vous? Concernant, il n'y a que les douleurs des règles que j'arrive à soulager avec une bouillotte extrêmement bouillante. Et sinon, après avoir mangé, bah rien, vu que rien ne fonctionne. Hein. Je dois juste attendre que ça passe. Bon. Alors maintenant, concernant la fatigue. Êtes-vous souvent fatigué? Oui. Avez-vous très envie de dormir pendant la journée? Oui. Donc maintenant, concernant le sommeil. Avez-vous des difficultés à vous endormir? Oui. C'est dingue parce que des fois, je suis extrêmement fatiguée, mais j'arrive pas à dormir. Ouais. Vous réveillez-vous souvent dans la nuit? En ce moment, oui, énormément. Êtes-vous agité pendant votre sommeil? Donc non, je suis pas particulièrement agitée. Êtes-vous fatigué au réveil? Oui, oh là là, c'est comme si le sommeil suffisait pas. Maintenant, concernant la mobilité, le contrôle des mouvements. Avez-vous des sensations de vertige, être attiré en avant ou en arrière sur les côtes ou de tourner? Ou bien des sensations qu'autour de vous, le décor tourne ou bascule lorsque vous passez de position couchée ou debout? Oui. Avez-vous des mouvements brusques involontaires, secousses? Non. Avez-vous des tremblements? Non. Avez-vous des secousses dans les jambes au moment de vous endormir? Non. Avez-vous des tressautements musculaires, visage, cuisses? Non. Vous tordez-vous souvent les chevilles, les doigts, les genoux? Non. Avez-vous des craquements articulaires? Des craquements articulaires, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Genre quand tu fais ça? Ou je pense que c'est genre si je fais des mouvements, est-ce que ça va tout le temps craquer? Je pense que c'est plus ça. Donc non. Avez-vous des blocages articulaires? Donc le dos, le cou, la mâchoire? Non. Avez-vous des déboîtements articulaires? Épaules, coudes, blabla? Non. On voit bien ici que j'ai pas de problème de mobilité et tout. Il y a plus pour le sommeil, la fatigue, la digestion et tout. Êtes-vous maladroite, heurter l'encurlu, accrocher les poignées des portes, accrocher les poignées des portes, oh là là, tout le temps. Les coins des meubles, lâcher des objets, oui, oh là là, tout le temps. Toujours il y a mes objets, ils sautent comme ça de mes mains. Avez-vous des difficultés à lever les bras? Non. Avez-vous des difficultés à écrire? Non. Avez-vous des difficultés à rester assis? Ben non. Quand ils disent debout assis, c'est genre si je reste 1 minute debout, je peux pas. Mais en principe, non, ça va. Avez-vous des difficultés à vous lever? Non. Avez-vous des difficultés à marcher?
En fait, c'est un peu vague ce qu'ils disent, parce que par exemple, si ils disent des difficultés à rester debout, en fait, j'ai un doute sur debout. Parce que moi, je peux pas rester énormément debout, j'ai toujours besoin de m'asseoir. En fait, franchement, je sais pas pour cette question. Parce que, comme je vous ai dit, ça dépend. En fait, là, je pense qu'ils parlent plus au niveau de l'articulation, si je reste debout, est-ce que même en étant en forme et tout, enfin... Mais moi, c'est genre debout, bah, moi, j'arrive pas à rester debout parce que je commence à affaiblir et j'ai besoin toujours d'être allongée, j'ai la tête qui tourne et tout, donc... Bon, on va mettre oui. À marcher, à courir, non. Faites-vous des chutes? Je fais pas de chutes dans le sens où je m'évanouis, mais... Donc, non, non. Difficulté à vous coiffer, non. À mettre des vêtements, non. À couper du pain, non. À vous verser à boire, non. Vos articulations sont-elles très mobiles? Et retournement du petit doigt, hyper-extension des coudes et des genoux. Mobilité excessive des épaules, donc non. Maintenant, ça va concerner la peau. Est-elle fine, transparente? On voit bien les veines à travers elle? Non. Est-elle douce au toucher comme une peau de bébé? Non, clairement pas. Au point où, il y a un moment, quand j'étais aux urgences pour me faire perfuser, les infirmières, elles essayaient de piquer mes 2 bras. Au point où, en fait, ils m'ont dit, mais ta peau, elle est extrêmement dure, c'est comme si on n'arrivait même pas à traverser l'aiguille, le cathéter avec ta peau. Est-elle fragile, facilement écorchée, cicatrisant mal, siège de vertige précoce, enfants nombreux? Non, 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 non. Alors maintenant, ça va concerner les saignements. Avez-vous des ecchymoses bleues, marques facilement au moindre choc? Non. Avez-vous des saignements de nez abondants et fréquents? Non. Saignez-vous des gencives lors du brossage de dents? Non. Les règles sont-elles abondantes? Non. Les plaies saignent-elles beaucoup et longtemps? Oui, mais ça fait longtemps que j'ai pas eu de plaies. Enfin, un jour, j'ai fait une prise de sang pour une opération et on m'a dit que j'avais un trouble hémophile. Donc en soit, oui. Les veines sont-elles fragiles lors de prise de sang avec des ecchymoses importantes? Non. Alors, réaction du système végétatif, donc là ça concerne la dysautonomie. Êtes-vous frileuse? Je dirais que oui. Avez-vous des sudations importantes, crises de sueur la nuit au niveau de la tête, du haut du corps, les moins moites? Non. On arrive ici maintenant. Avez-vous des poupées, j'allais dire. Avez-vous des poussées de température même en l'absence d'infection? Non, je fais quasiment jamais de fièvre. La dernière fois que j'ai fait une fièvre, il me semble que c'était au moment où j'étais hospitalisée pour avoir le pacemaker gastrique. Et avant ça, j'avais pas fait de fièvre depuis mes 12 ans, 13 ans. Genre, enfin même 13 ans, je crois. Juste avant les symptômes de ma maladie, il y a un moment, j'ai fait de la fièvre comme ça, sans aucune raison. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, non, dans ma vie, je fais quasiment pas de fièvre. Avez-vous des bouffées de chaleur? Avez-vous des pieds, les mains et les oreilles froids? Bah en fait, je sais pas, oui et non. Enfin... Ça dépend, enfin là encore c'est vague, pas tout le temps là par exemple à l'instant où je vous parle j'ai les pieds froids et les mains chaudes et le nez chaud et je sais pas trop quoi répondre. Avez-vous une accélération du pouls au repos, le peut être à 40 ou à 50? Aucune idée parce que des fois j'ai des palpitations, oui, mais au repos ça m'arrive, mais je contrôle pas mon pouls encore une fois. Je peux pas savoir. Avez-vous une tension artérielle basse? Encore, je ne prends jamais ma tension, mais à ma connaissance, à chaque fois que je vais chez un médecin et tout, qu'on prend là-dessus, elle est toujours basse, mais dans la norme, pas basse excessivement. Avez-vous des étourdissements ou même de brèves pertes de connaissance si vous vous levez d'un siège ou d'un lit? Oui, des étourdissements tout le temps. Ensuite, maintenant, ça concerne le tube digestif et l'abdomen. Allez-vous à la selle tous les jours? Non. Sinon, tous les... environ une fois par semaine. Une fois semaine. J'espère qu'il va réussir à comprendre. Alors, êtes-vous ballonné? Oui. Avalez-vous de travers? Oui. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'avale même ma salive, je m'étrangle, enfin facilement. Donc, avez-vous des remontées de reflux acide? Alors du mal à avaler, non, j'ai pas du mal à avaler, sinon ça voudrait dire que quand j'avale ça me gêne et tout, donc non, c'est juste des fois j'avale de travers et voilà. Avez-vous des hernies, extériorisation d'un morceau d'intestin? Donc j'ai une hernie, mais hiatale, sauf que ça concerne l'estomac, mais en fait c'est par glissement, donc c'est après avoir fait une fibroscopie en 2017, il me semble qu'on m'avait dit, 2017 ou 2018, je sais plus, bref, qu'on m'avait dit que, en fait, à force de vomir, ça avait sorti un peu l'estomac de sa zone, mais c'était pas quelque chose d'extrême. C'est pas quelque chose d'inquiétant pour l'instant. Oui, parce que j'ai une hernie hiatale, mais je sais pas si ça concerne ce qui est écrit là. Bon. Avez-vous été opéré au niveau du ventre? Du coup, oui. La bouche et les dents. Avez-vous des douleurs au niveau de la mâchoire? Non. Avez-vous des blocages ou des déboîtements de mâchoire? Non.
Votre bouche est-elle sèche? Oui, tout le temps, j'ai l'impression. Vos gencives sont-elles douloureuses? Non. Vos dents se cassent-elles? Alors à un moment j'ai eu mes dents qui se cassent, mais c'était vraiment à cause des vomissements, donc à force de vomir et tout, bah, le contenu de l'estomac qui remonte dans les dents, ça les abîme, c'est très 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 mauvais pour les dents. J'ai pas les dents qui se cassent fréquemment, j'ai eu à un moment, c'est tout. On va mettre non. Vos dents bougent-elles? Non. Vos dents ont-elles poussé de façon désordonnée? Non. Alors maintenant ça concerne la vessie et le périnée. Pouvez-vous rester une journée sans avoir envie d'uriner? Au moins une fois, donc rester toute une journée sans uriner, je pense pas. Alors, avez-vous des envies pressantes d'uriner, voire quelques fuites urinaires? Non. Avez-vous une descente d'organes? Non. Avez-vous fait des infections urinaires? Non. Alors maintenant, l'audition. Êtes-vous gêné par les bruits? Ça dépend quel bruit, encore une fois. Mais on va dire en général, oui, c'est assez chiant. Avez-vous... Enfin, ouais, quand je dis gêné par les bruits, ça dépend... du contexte dans lequel il y a des bruits, ce que je fais. Si par exemple je fais rien et qu'il y a du bruit, ça me dérange pas, mais si je suis occupée à faire un truc qui a du bruit, oui, ça va me gêner. Donc voilà, c'est encore assez vague, mais bon, je vais mettre oui. Avez-vous une oreille très fine? Entendez-vous les tout petits bruits que d'autres n'entendent pas? Non. Alors, avez-vous une oreille musicale? Alors, en ce moment, je vais vous dire un truc. Si vous me suivez un peu sur Instagram et sur mes autres réseaux sociaux, je vous avais parlé du fait que ça fait depuis un mois là que j'ai constamment des bruits, à l'oreille droite, et j'ai consulté mon médecin généraliste pour ça. Elle m'a dit qu'en fait qu'il s'agissait d'un acouphène, donc qui est chronique là. Je vais juste vérifier ce que c'est qu'une oreille musicale pour pas dire de bêtises. Je me suis complètement trompée parce que oreille musicale, je pensais que ça voulait dire qu'on entend des sons genre comme dans mon cas là où j'ai un acouphène, mais en fait pas du tout. C'est genre si on peut reconnaître les sons d'une musique et tout, donc non, c'est pas du tout mon cas. Êtes-vous musicien? Non. Avez-vous des assourdiments, voix, faible extinction de la voix? Avez-vous des difficultés à entendre, surtout s'il y a du bruit ou des signes brouhaha? Non. Chantez-vous bien? Non. Entendez-vous des bruits spontanés à l'intérieur de vos oreilles? Acouphènes? Oui. Oui, oui, j'ai que ça en ce moment. Avez-vous un odorat très fin? Un odorat normal, pas particulièrement fin, donc non. Alors, vision. Êtes-vous myope? Le kératocone, ça rentre pas dans la myopie. C'est un peu la même chose niveau vue, du genre où ça baisse ma vue. Donc je sais pas quoi répondre. Êtes-vous astigmate? Alors c'est lorsqu'on voit mal de près et de loin, donc c'est mon cas, mais après je sais pas si ça rentre dans ma situation. Donc je saurais pas dire. Avez-vous une fragilité visuelle, lecture d'écran, même avec vos lunettes? Oui. Voyez-vous double? Non. Enfin double, je vois pas double, mais je vois pas net. Êtes-vous gêné par la lumière? Oui. Vos yeux sont-ils irrités? Oui. Respiration maintenant. Les poumons, les bronches. Faites-vous ou avez-vous fait des bronchites? Non, jamais. Avez-vous des crises de blocage de respiratoire? Donc non, 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 je suis pas concernée. Êtes-vous essoufflé? En ce moment, oui, pas mal. Alors, ensuite, vie génitale, sexuelle, grossesse, accouchement, bon. Avez-vous des difficultés de sensation lors des rapports? Alors, je vais pas répondre à cette question tout simplement car je n'ai jamais eu de rapport sexuel. Je n'en ai aucune idée, je peux pas savoir. Donc j'ai jamais été enceinte, alors ça ne me concerne pas tout ça. Alors, fonction cognitive et d'apprentissage émotivité. Avez-vous des troubles de mémoire? Ça dépend, mais pas particulièrement. Avez-vous des troubles de l'attention, signe du coq de l'âne? Avez-vous des difficultés à vous concentrer? Oui, en ce moment. Avez-vous un bon sens de l'orientation? Ah non, pas du tout. Êtes-vous émotif? Oui. Maintenant, le syndrome d'activation mastocytaire, extensème, rougeur après une douche. Donc déjà, les deux dernières, non. Alors, je viens de voir urticaire. Les urticaires, donc c'est qu'on a des grosses plaques rouges, des démangeaisons importantes et tout. Donc non, c'est pas mon cas. Et maintenant, je vois ce que c'est qu'un flush. C'est qu'on a des rougeurs et tout. Donc toute cette catégorie-là, non. Alors maintenant, liste des médicaments. Alors, au cours de ma vie, vraiment depuis j'ai commencé à avoir des traitements importants à l'âge de 16 ans, parce qu'avant 16 ans, c'était juste des petits comprimés du genre anti-vomitif, anti-nauséeux, tout qu'on essayait sur moi, mais que ça marchait pas. Et après, j'ai eu plein de traitements très très lourds. Il y en a tellement aucun qui a été efficace qu'au final, on m'a stoppé tous les traitements, parce que pour une maladie chronique qui est assez handicapante au quotidien, où j'étais passée d'une tonne de traitements à là, à n'avoir rien du tout. En même temps... c'est pour ça qu'on maintenant tente les opérations et tout, donc pour l'instant je n'ai aucun traitement, il n'y a vraiment rien qui me soulage. Il y a juste quelques fois quand j'ai vraiment des brûlures et tout de l'œsophage, je prends du Gaviscon, bon ça c'est juste pour apaiser l'œsophage, mais sinon voilà. Et là oui, la mélatonine, je l'ai arrêtée parce que ça n'a absolument aucun effet sur moi. Ensuite ils donnent des définitions par rapport à les questions qu'ils ont données. Donc j'ai terminé de remplir le questionnaire et du coup je vous tiens informé, mon rendez-vous est la semaine prochaine.